Espace TV. Espace TV, le journal de 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un ravissement pour moi de vous savoir nombreux pour ce nouveau numéro du Newsweek. Tout de suite, les titres. La Guinée sanctionnée par la Commission européenne pour son incurie dans la lutte contre la pêche illégale. Les opérations de pêche conjointes entre l'UE et la Guinée sont donc suspendues. La fièvre hémorragique Ebola continue de se propager comme une traînée de poudre dans le pays. De nouveaux cas ont été enregistrés cette semaine à Conakry. Les populations sont sur le qui-vive. Reportage à la gare routière de Matam à suivre. Et puis, l'ex-leader des Jeunes Patriotes a été présenté cette semaine devant les juges de la Cour pénale internationale. Charles Blé Goudé est accusé de crimes contre l'humanité. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. L'Union européenne ferme son marché à 3 pays dont la Guinée. Cette décision fait suite à un avertissement lancé en 2012. Elle sanctionne, je cite, l'incurie des autorités guinéennes dans la lutte contre la pêche illicite et non réglementée. Conséquence, les bateaux de pêche battant pavillon européen sont interdits dans les eaux guinéennes. La Guinée ne pourra plus exporter ses poissons vers l'Europe. C'est que ressort lors d'une réunion tenue par les ministres européens de la pêche et de l'agriculture. Cette mesure fait suite à de nombreux avertissements contre la pêche illicite pratiquée dans les eaux guinéennes. Aboubacar Brito Camara est pêcheur. Il est mécontent après avoir appris la sanction. L'Union européenne a sanctionné la Guinée contre la pêche illicite. Maintenant que cette mesure est effective, nous les pêcheurs, nous demandons des mesures d'accompagnement, sinon nous allons souffrir. La Guinée figurait sur la liste des 3 pays avertis. L'Union européenne, en dépit de la mise en place d'un contrôle efficace, a affirmé que ces pays ont échoué à lutter contre le piratage des stocks de poissons. Rien que vous connaissez, qui viennent dans nos eaux, ils ont besoin d'une espèce de poisson que nous connaissons tous dans le secteur. Et cette espèce de poisson, Dieu l'a mis du côté des pêcheurs artisans, c'est-à-dire des zones de la pêche artisanale. Un bateau qui quitte sa limite, qui vient racler, je dis bien, dans la zone de pêche artisanale, c'est une infraction grave. L'on ne sait à quelle date prendra fin cette sanction. En attendant, les pêcheurs n'ont que leurs yeux pour pleurer. On perd notre activité, on perd notre revenu, parce que c'est dans ça que nous vivons. Selon la Commission européenne, de 11 à 26 millions de tonnes de poissons sont illégalement capturés par an. Une pratique qui a fait perdre à la Guinée des centaines de milliards de francs guinéens. Comme on a dans les titres, la fièvre hémorragique Ebola sévit en Guinée. Du coup, la psychose semble s'être emparée des populations. Illustration à la gare routière de Matam où des passagers devant partir pour le sud du pays se font rares et ceux qui décident d'y aller prennent, vous allez le voir, toutes les précautions. Reportage, Djibril Ba. La fièvre Ebola étend sa surface d'infection en Guinée. Aux dernières heures, de nouveaux cas suspects ont été détectés. Ces cas sont repartis entre un certain nombre de préfectures. Et la préfecture la plus touchée constitue la préfecture de Guéguédou, qui comptabilise aujourd'hui 73 cas avec 51 décès, suivi par Massanta, 22 cas et 12 décès, Kissidou, 7 cas et 5 décès, et la préfecture de Dabola, 2 cas, 2 décès, et enfin Conakry, 8 cas et 0 décès. Le virus se développe surtout rapidement sur les lieux publics. À la gare routière de Matam, des passagers de la région forestière sont déjà mis en alerte. L'inquiétude sur la propagation de la maladie est prise au sérieux. Je vais à Zérekori. Comme ça, comme je suis venu, on m'a parlé de l'infection de l'épidémie Ebola qui régime maintenant en forêt. Donc quand je suis venu, le chauffeur m'a demandé de désinfecter mes mains. J'ai pris l'eau de Javel, j'ai lavé mes mains, après je me suis embarqué pour Zérekori. La fièvre hémorragique a réduit drastiquement l'affluence dans cette gare.
Chauffeurs et syndicalistes sont à la merci de leurs clients. Depuis qu'on a appris à le maladie aux forêts, on reçoit peu de passagers. Actuellement, on ne gagne pas les passagers comme avant. Avant, on gagnait 2 ou 3, mais actuellement, c'est un seul taxi par jour. Depuis janvier, 112 cas suspects, 70 morts. Face à cette ampleur, une trentaine de spécialistes se mobilisent pour lutter contre la maladie. Des comités vont être bientôt mis en place dans les différents centres de santé de la ville de Conakry et les mêmes dispositions pour l'intérieur du pays. À retenir aux dernières nouvelles que 8 cas ont été enregistrés à Conakry et 0 décès, 112 cas enregistrés au total sur toute l'étendue du territoire national, dont 5 décès à Guékédou, qui reste la préfecture la plus touchée. Des statistiques données donc par le directeur national de la promotion de la santé. Les travaux d'extension de la T6 lancés par la Guinéenne de construction et de prestation semblent sur le point d'être achevés. Le groupe Guicopress met les bouchées doubles pour respecter les délais contractuels. C'est en tout cas ce qu'a pu constater pour nous Idrissa Barry. Les agents de la société Guicopress s'activent sur le terrain pour l'exécution de ces différents projets. Les travaux de la transversale numéro 6, lancée en 2012, partent de T6 à Kobaya et sont presque achevés. Du côté de la transversale numéro 5, les travaux avancent à grands pas. L'heure est aux travaux d'imprégnation. La particularité de ce tronçon est due au fait que nous avons une structure, profil assez accidenté, où nous avons pu sortir un profil acceptable de la route. Et aussi l'une des difficultés sur cette partie de transversale est le problème de drainage d'eau. La Guinéenne de construction et de prestation a en charge aussi la réalisation de la 2x2 voies sur 9 km de la route Symphonie à Kagbeling. Les travaux sont lancés depuis un mois et s'étendront sur 24 mois. Alors les caractéristiques de prévues, ça va être le même profil, c'est-à-dire 2 caniveaux de part et d'autre de l'emprise avec un terre-plein central au milieu. L'épaisseur prévue, alors on va partir sur, si je ne me trompe pas, sur 8 cm d'enrobé avec une couche de base de 15 cm en apport. La mission de contrôle affirme que la société a travaillé conformément au cahier de charge du projet. Le représentant de la société BTEC soutient que Guicopress a respecté les normes de qualité. Dans la réalisation des couches de chaussée, nous avons notre service de labo qui nous accompagne aussi dans le contrôle de la qualité des choses et les qualités des matériaux. Nous les contrôlons depuis les carrières jusqu'à la mise en œuvre sur terrain et nous contrôlons la bonne mise en œuvre. Les responsables de ces différents projets du groupe Guicopress confient que les délais contractuels seront respectés pour la finition des travaux. Une dose d'hydrocarbures pollue un forage. C'est en tout cas ce qui ressort d'un constat effectué au domicile d'un citoyen à Caporail. Simple cas isolé ou probable pollution de la nappe phréatique, rien n'est moins sûr. Après plusieurs enquêtes sur l'origine de la pollution, les résultats ne semblent pas pour l'heure être édifiants. Al Gassimou s'est rendu sur place. Voici son reportage. L'eau qui sort de ce robinet contient des traces d'hydrocarbures. Pour cause depuis 3 mois, le forage domestique qui l'alimente subit une pollution dont l'origine exacte n'est pas connue. Une impureté qui affecte tout le circuit de distribution du domicile privé de ce citoyen dans le quartier de Kapororaï. En fait, c'est un constat qui date de début janvier, la première quinzaine du mois de janvier. À ma grande surprise, j'ai constaté dans la cuve installée pour réceptionner l'eau du forage une présence d'huile, une huile usée. Voilà. Donc cela nous a inquiétés et nous a amenés à isoler les installations de la maison et à procéder à des investigations. Ce domicile, comme ceux à l'alentour, est encombré de façon anarchique par des garages, des camions remorques en panne et des flaques d'huile de moteur. Une piste qui pourrait expliquer la pollution de ce forage de 64 mètres de profondeur. J'ai contacté la SNAP, j'ai contacté des amis, des spécialistes, mais tous font des suppositions.
Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus dû à la présence des garages dans mon environnement. Et certainement aussi, il faut le dire, l'ambassade, on ne sait pas comment ils conservent leurs huiles. Situé à proximité des installations de la Société des eaux de Guinée, ce constat est symptomatique d'une éventuelle pollution de la nappe phréatique dans la capitale. Un phénomène inquiétant et qui fait craindre d'autres pollutions de plus grande envergure. Environnement toujours biodégradable et se transformant rapidement, les déchets organiques peuvent être recyclés, non sans une certaine ingéniosité. Une seconde vie pour ce type de déchets, reportage signé Chérif Diallo. La gestion, le traitement et le recyclage des déchets organiques étaient au cœur des débats au cours de cette rencontre d'échange. Les déchets organiques ont des effets nocifs sur la santé de l'homme, l'environnement et l'économie. C'est d'exposer le problème que tout le pays de la Guinée est en face avec. Et pour qu'on commence une conversation qui est excessivement nécessaire pour affronter ces difficultés. Parce que ce n'est pas juste l'environnement qui perd, c'est nous dans le cadre de santé. Le compostage est l'une des méthodes la plus naturelles pour traiter les déchets. Ils prennent les déchets biodégradables organiques pour faire le processus de compostage, c'est-à-dire faire les différents niveaux de matière qui est verte et sec. Et après 3 ou 4 mois, ils deviennent un engrais qui est tellement riche, qui est 100% bio, qui est mieux pour les plantes, mieux pour le sol et aussi mieux pour notre santé. Au cours de cette rencontre, les spécialistes ont soutenu que les déchets organiques sont des faits des êtres vivants, une façon de dire que les populations doivent prendre soin de leur environnement. Vous êtes dans Newsweek à suivre dans les minutes qui viennent des ustensiles en verre et en nickel, une renaissance pour la poterie, mais les lieux de fabrication de ces produits sont rares. Et puis l'ex-leader des jeunes patriotes et fervent partisan de Laurent Gbagbo devant la justice internationale. Charles Blé Goudé a retoqué les accusations de crimes contre l'humanité devant les juges de la CPI. Quelle place occupe de nos jours la poterie au sein de la société africaine? Telle est la question que se posent bien des personnes, eu égard au nombre de plus en plus croissant des ustensiles en verre et nickel. Cependant, les lieux de fabrication et de vente de ces produits sont peu nombreux à Conakry. Reportage Aïssatou Sané. La poterie, qui consiste à utiliser la terre pour en faire des jarres, des pots, des objets d'art, est peu visible dans la capitale Conakry. Les récipients fabriqués avec de la terre servent à la conservation et à la cuisson. Si tu mets l'eau dans ça, ça ne dure pas, ça devient frais. En tout cas, c'est ce que moi j'utilise. Le jarre là, c'est dans ça qu'on prépare les médicaments traditionnels. Tels que les femmes qui veulent des enfants, c'est dans ça qu'on met les médicaments traditionnels. Malgré tout, vu l'importance de la poterie, ce vendeur achète ses articles à Poredaka dans la préfecture de Mamou. Nous recevons assez de clients ici. Par jour, on peut en avoir 10. Le prix des jarres varie de 5 000 à 100 000 francs guinéens. Faisant partie de nos traditions, la poterie est incontournable pour la valorisation de la culture africaine. Une jeunesse frappée par le chômage n'est pas pour autant une jeunesse qui manque d'initiative pour se ressourcer. De la cordonnerie au petit commerce en passant par l'art, ils sont nombreux, ces jeunes, à se prendre en charge à travers les différents métiers qu'ils exercent. De nos jours, un métier semble occuper une place de choix dans le cœur de bien des jeunes. La sérigraphie, un métier qui génère, outre mesure, de revenus non négligeables. Daouda Diallo nous en dit plus. La sérigraphie, un métier devenu une opportunité d'emploi pour beaucoup de jeunes. Mambi Diawara n'a pas appris le dessin à l'école. Superstitieux, il estime que c'est un don de Dieu. Ces tableaux illustrent son courage qui ne s'écoule que sur commande. Un tableau se négocie entre 150 à 200 000 francs guinéens. Sur l'avenir de ce métier de dessinateur, Mambi reste confiant. En Guinée, la sérigraphie est bon, mais
c'est la décoration, c'est la peinture, l'art en dessin, en peinture, en illustration. C'est ça qui est plus important par rapport aux sérigraphies. Parce que l'art ne perd jamais. Quand vous dessinez, quand vous faites la sérigraphie c'est un métier, mais ce n'est pas un métier comme la pinceau, quoi. Donc ça, c'est ça qui est bien pour moi. À la différence de Mambi, Mamadou Saliou Baïla Diallo et Abdoulaye Bari font l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. En classe de 5e année, ses amis ont décidé de matérialiser leur cours de dessin technique dans cet atelier. Nous voulons être des artistes de 360 degrés. Quand je dis 360 degrés, comprenez seulement, nous voulons avoir la maîtrise au moins, même si ce n'est pas 50% de quelques œuvres ou bien quelques métiers au fait, quoi. En dehors de nos études, nous sommes un peu forts. Entre la sérigraphie et le dessin, c'est tout un paradoxe qui se vit. Amoureux de l'art, ils le sont. La clientèle, elle, s'intéresse plus à la sérigraphie, chose qui dénature parfois le rêve. Bon, on trouve que les gens s'intéressent beaucoup à la décoration manuelle parce que c'est beaucoup plus garanti. Les trucs chinois, après 1 mois, 2 mois, puis ça se dégrade. Donc ce qui est fait manuellement dure beaucoup plus. Baïla est rassuré de la consistance de son travail, même si celui-ci est fait à la main. Les œuvres d'art, les tableaux d'art, la peinture, c'est les étrangers qui l'aiment de plus. Ici, les Guinéens s'intéressent moins aux tableaux d'art. C'est pourquoi on est dedans, hein, mais ça ne nous motive pas aussi tellement de produire des tableaux d'art. On le fait, mais au minimum. Parce que si on le fait, ça retarde beaucoup plus. Avec les Blancs, les étrangers, ça passe rapidement. Et ces gens-là ne viennent pas tout le temps. Entre rêve et réalité, ils ont su vaincre le sous-emploi qui touche plus de 60% de la couche juvénile. Intéressons-nous maintenant aux conditions de vie des étudiants au centre universitaire de Kindia, dans une localité appelée Foulaya. Ces étudiants, pour la plupart, végètent dans la précarité, une situation aggravée par le retard dans le paiement des pécules. La misère des étudiants à Foulaya, c'est un reportage signé Suleiman Bar. Pour les étudiants du centre universitaire de Kindia, ce banc est le symbole de toute leur souffrance. Ils l'ont baptisé banc de galère. Il n'est occupé que quand les poches sont vides. On était en plein cours. Mon grand frère m'a appelé quand il était à Débélé. De Belé ici, ça fait 40 km. Mais pour ne pas que mon frère me sape, donc il m'a fallu laisser les cours. Il fallait me voir. Ça dit ma vitesse était comparable à un métro sur les rails. Donc je suis venu plus rapidement. Donc j'ai pris place ici. Et quand mon frère est venu, ils m'ont donné ce jour 80 000 francs. Et franchement, j'étais content à travers cette somme. La vie estudiantine à Foulaya est une rude épreuve. Et pour se tirer d'affaire, ces étudiants se sont donné la main. La solidarité est de mise. Au nombre de 25, ils occupent ce foyer depuis 2 ans pour 40 000 francs guinéens par mois. Si par exemple moi je suis là et je n'ai pas quelque chose en poche, et si mon ami Kaba a quelque chose et que j'ai besoin, parce que parfois on nous impose l'achat des brochures en classe, je viens, je le vois, je dis Kaba, passe-moi une somme de 10 000 francs comme ça. C'est à travers cela on parvient. C'est l'union qui nous aide beaucoup ici. Malgré cette solidarité, les moments durs frappent à la porte de ce jeune étudiant. Mais avec cette moto, il se plaint moins. Comme il voit ici la conjoncture de Kindia, c'est un peu difficile. Donc comme moi je connais un peu la moto, je lui ai dit de me donner la moto pour que je puisse ici travailler. Enfin, pour satisfaire aussi mes besoins. Si je sors, je peux gagner 30 000, 35 000. Après, je lui donne, il me donne des fois 15 000 ou 10 000. Et je le remercie beaucoup. Sissoko n'a aucun gagne-pain. Elle ne survit à Foulaya que grâce aux sommes d'argent que ses parents lui expédient. Contrairement à elle, certaines étudiantes se livrent à la prostitution. Sissoko ne le nie pas. Les parents, ils n'ont rien. Ils sont au village. Il y a les gens qui ont quitté Zirekour et Jakarta pour être là. Ses parents n'ont pas de moyens pour venir en aide. Donc, il faut se prostituer pour gagner un gain pour qu'ils puissent avoir à manger. Les étudiants du centre universitaire de Kindia tirent le diable par la queue. Ils peuvent attendre jusqu'à 3 mois pour empocher leur bourse d'études. Cette semaine, l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo s'est présenté devant les juges de la Cour pénale internationale.
Charles Blé Goudé est accusé de crimes contre l'humanité durant la crise post-électorale ayant secoué la Côte d'Ivoire en 2010. Mais celui que l'on surnomme gouverneur de la rue pour sa capacité de mobilisation a rejeté en bloc les chefs d'accusation contre sa personne. Reportage. Bonjour, quel est votre nom? C'est un Charles Blé Goudé, visiblement combatif, qui comparaît pour la première fois depuis son transfèrement à la Cour pénale internationale. Cette audience, présidée par la juge Sylvia Fernandez, vise notamment à lui signifier ses droits. Le général de la rue est accusé de crimes contre l'humanité. D'entrée de jeu, Charles Blé Goudé, qui se présente comme un consultant en communication politique, affiche une grande assurance. Contrairement à une certaine opinion, je sais que je repartirai chez moi. Et je sais que je repartirai chez moi. Charles Blé Goudé se dit innocent et prêt à contribuer à la manifestation de la vérité sur la crise post-électorale qui a fait 3000 morts en Côte d'Ivoire. L'ex-leader des jeunes patriotes dénonce les conditions de sa remise à la CPI. Charles Blé Goudé s'insurge aussi contre la manière dont il a été traité pendant sa détention à Abidjan. Pendant 14 mois, j'ai été séquestré, Madame la juge. J'ai fait 10 mois dans un violon, nu. Je n'étais pas bien nourri. Chaque soir, Madame la juge, je devais chercher un morceau de viande solitaire dans une mare d'eau abusivement appelée soupe. Sur place en Côte d'Ivoire, partisans et adversaires de Charles Blé Goudé ont suivi sa première comparution devant la CPI. Leurs réactions sont contrastées. Nous sommes très confiants. Nous savons que sera acquitté. Il va nous rejoindre pour que le combat qu'on a commencé, nous allons le terminer ensemble. Ici aujourd'hui, Blé Goudé il était à La Haye. C'est parce que on sait qu'aujourd'hui peut-être il y a une justice qui va se faire ou qui peut se faire. L'avocat israélien Maître Nicolas Kaufmann est chargé avec 3 confrères d'assurer la défense de Charles Blé Goudé. L'Ivoirien âgé de 42 ans devra se présenter de nouveau devant la Cour le 18 août prochain, date du début de l'audience de confirmation des charges. Prenons à présent la direction de l'Égypte où mercredi dernier, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi a officiellement présenté sa candidature à la présidentielle prévue dans le courant de ce printemps. Fort de sa popularité et du soutien de l'armée, il part favori à cette élection aux grandes dames des frères musulmans. Suivez. Jusque-là, ministre de la Défense, vice-ministre de l'autorité intérimaire et chef de l'armée égyptienne, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi a franchi sans surprise mercredi soir un nouveau pas dans sa conquête du pouvoir. Homme fort du pays depuis qu'il a destitué le président islamiste élu Mohamed Morsi en juillet dernier, il est apparu à la télévision en uniforme pour la dernière fois pour annoncer qu'il démissionnait de tous ses postes et se portait candidat à l'élection présidentielle prévue au printemps. Les dernières années de l'histoire de notre nation ont prouvé que personne ne pouvait devenir président de ce pays sans la volonté du peuple ou sans son soutien. À 59 ans, ses portraits s'affichent déjà partout, y compris dans certaines administrations, mais dans une Égypte en proie à une montée des périls intégristes et à une situation économique catastrophique, cette annonce est souvent accueillie avec satisfaction, sans toutefois rassurer pour autant. Franchement, le maréchal Abdel Fattah el-Sisi est une personne honorable et la plupart des Égyptiens l'aiment. Il a également sauvé le peuple égyptien du danger de la confrérie terroriste qui était en train de l'emmener en enfer. Nous voulions vraiment que le maréchal Sisi présente sa candidature. Mais en même temps, nous ne le voulions pas parce que la période à venir va être plus difficile qu'on ne l'imagine et les gens n'épargneront personne. Pourchassés et décimés par des arrestations et des procès de masse qui ont déclenché des mouvements de protestation, tant à Alexandrie qu'au Caire, la confrérie des frères musulmans a réagi. Elle a prévenu que le pays ne connaîtrait pas de stabilité sous une présidence Sisi. Et vous vous souvenez du vol du Boeing 777 de la Malaysian Airlines qui a disparu le 8 mars après avoir décollé de Kuala Lumpur. Eh bien, les autorités malaisiennes ont officiellement annoncé le 25 mars que l'avion avait fini dans le sud de l'océan Indien. L'avion avait à son bord 239 personnes,
dont 227 passagers en direction de Pékin. Le ministre malaisien des Transports a promis de poursuivre les recherches pour retrouver d'éventuels survivants. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de Newsweek. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de semaine à toutes et à tous en compagnie des programmes d'Espace TV.